Alors, on va s'intéresser aujourd'hui au cours sur les vecteurs en seconde. Alors, je commence par une petite activité de démarrage pour vous faire comprendre, en lien avec la physique, la notion de vecteur et particulièrement de déplacement rectiligne avec les translations. Alors, on s'imagine que nous sommes sur un plan d'eau et qu'il y a un bateau qui va de l'avant et il y a la vitesse du vent qui est indiquée par ce qu'on appellera un vecteur VE ou une force VE et il y a le courant qui est représenté par, comme tout à l'heure ce que je viens de dire, ce qu'on va appeler un vecteur CO ou une force CO. La question est de savoir comment le bateau va pouvoir se déplacer s'il est géré par le vent et par le courant. On voit bien que s'il n'y avait que le vent, le bateau se déplacerait exactement de la même façon que le vent. Et s'il n'y avait que le courant, le bateau se déplacerait exactement de la même façon que le courant. Et le problème est de savoir qu'est-ce qui se passe quand il y a les deux forces qui agissent en même temps, comment se déplace le bateau et est-ce qu'il va pouvoir passer entre les deux récifs. Alors ce qu'on peut voir, et c'est assez intuitif, c'est que s'il y a un mouvement par rapport à la force du vent et s'il y a un mouvement par rapport à la vitesse du courant, le bateau aurait tendance à se déplacer dans une sorte de diagonale d'un parallélogramme. Alors comment il serait capable de se déplacer? Tout simplement, si on construit un parallélogramme, donc je vais le construire tout simplement en faisant un copier-coller, je me rends compte que le déplacement va se faire par rapport à cette sorte de diagonale, comme si les deux actions des forces s'ajoutaient l'une à l'autre, et donc à partir de là, je vais avoir un déplacement qui va correspondre à ceci. Donc le bateau aurait tendance à se déplacer de cette façon-là. Donc on voit bien qu'avec ce vent-là et avec ce courant-là, il passerait donc entre les deux récifs. Alors, ce que je suis en train de faire, en gros, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un déplacement qui serait donc rectiligne et je ferai agir ces deux déplacements l'un après l'autre. Donc ça, c'est ce qu'on appelle en mathématiques une translation. Donc un mouvement rectiligne, c'est une translation. Et cette translation, elle est toujours définie à partir de vecteurs. Donc un vecteur va juste caractériser ce déplacement suivant donc une direction, un sens et une longueur entre guillemets de déplacement. Donc on va commencer à travailler sur ça. Donc d'une façon générale, on se rend compte que quand on parle de translation de vecteur AB, donc pour pouvoir parler de translation, j'ai donc besoin d'une sorte de mouvement rectiligne qui permet de passer d'un point A à un point B. On va dire que M' est l'image de ce point par la translation de vecteur AB si le quadrilatère qu'on construit AB'M', en faisant attention à l'ordre, est un parallélogramme. Et dans ce cas-là, on voit que le mouvement est le même pour passer de A vers B que pour passer de M à M'. Ce mouvement, c'est un mouvement de translation, mouvement rectiligne. Il a besoin d'une direction, c'est-à-dire la droite AB sur laquelle on circule. C'est comme quand vous êtes sur un rail de chemin de fer, c'est le rail de la direction. Il a besoin d'un sens, c'est-à-dire de A vers B. Et il a besoin d'une longueur qu'on va appeler une norme de vecteur quand on continuera le chapitre. Et donc, à partir du moment où cette translation est la même, pour passer de A vers B et de M à M', on va parler de vecteurs égaux. Donc des vecteurs égaux, ce seront donc des translations identiques, donc des mouvements rectilignes identiques dans le plan. Alors comment vous allez montrer concrètement que des vecteurs sont égaux? Le plus souvent, on va montrer que des vecteurs sont égaux en disant que le quadrilatère qui se forme avec les représentants de ces deux vecteurs, donc des représentants, c'est tout simplement des vecteurs que j'ai construits à partir de points donnés. Donc le quadrilatère est un parallélogramme. Alors petite précision, ça peut être un parallélogramme aplati comme j'ai fait ici. C'est-à-dire qu'on a bien que le vecteur AB est égal au vecteur MN parce que la translation est la même. Et on a un parallélogramme aplati. Et donc on est en train de voir en même temps que pour parler de vecteurs égaux, c'est-à-dire le vecteur AB qui est égal au vecteur MN, je vais me rendre compte que ces vecteurs ont la même direction. Donc la droite AB et la droite MN, concrètement ça veut dire que ces droites sont parallèles, que le sens de A vers B sur cette direction va être le même que le sens de M vers N sur cette direction, et que bien sûr la longueur AB va être égale à la longueur MN, c'est ce qu'on va appeler la norme du vecteur. Et donc pour parler de vecteur, je vais donc avoir besoin de représentants. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un représentant? Un représentant d'un vecteur, c'est tout simplement
un binôme qui a été donné par 2 points, ou éventuellement aussi une autre lettre, mais en tout cas ici par 2 points. Le premier point, ça va s'appeler l'origine du vecteur. Donc ici, par exemple, le premier point, c'est A, l'origine. Le deuxième point, c'est l'extrémité du vecteur. Donc c'est ce qui va nous permettre de caractériser le déplacement de la translation. Donc d'une façon générale, on voit bien que cette translation ne va pas dépendre des représentants à proprement parler. Elle va dépendre juste du déplacement de départ. C'est pour ça qu'on va dire que le vecteur de cette translation, on peut l'appeler par la lettre U. Ou ce déplacement, on pourrait donc le faire agir n'importe où. Donc on va dire que donc AB est un représentant du vecteur U. Concrètement, vous voyez que ça va se manifester comme ça. On a un mouvement de translation identique et le vecteur AB va avoir la particularité de faire exactement la même translation que le vecteur U. Donc même direction, même sens et même longueur, donc même norme. Donc origine du vecteur, extrémité du vecteur. Et donc on va continuer et on va se rendre compte que quand on parle de vecteur, on va aussi parler de vecteur opposé, c'est le plus logique. Alors c'est assez logique, qu'est-ce qu'on va appeler vecteur opposé d'un vecteur AB? C'est tout simplement le vecteur qui va être pratiquement identique au vecteur AB mais qui sera dans l'autre sens. Or le vecteur qui est dans l'autre sens du vecteur AB, c'est le vecteur BA. Donc ce vecteur BA va de B vers A. Vous voyez que ce n'est pas la flèche qu'on change de sens, hein. C'est les lettres qu'on intervertit. Donc le B va devenir l'origine et le A l'extrémité. Et comme en mathématiques, on note l'opposé avec un signe moins, moins le vecteur AB, c'est-à-dire l'opposé du vecteur AB, est égal au vecteur BA. On change de sens. Et on se rend compte que quand on prend AB moins AB, ça fait un mouvement nul. Ce qu'on aurait pu écrire aussi AB plus BA, et qu'est-ce que ça fait le mouvement qui va de A vers B, puis qui va de B vers A? C'est le mouvement AA. Donc ce mouvement nul, là, cette translation de vecteur nul, on va parler donc de vecteur nul, c'est-à-dire qu'on part de A à A, de B vers B, il n'y a pas vraiment de déplacement. Alors, on va se rendre compte qu'à partir de lettres, on peut donc avoir plusieurs représentants et qu'on peut aussi regarder ce qui se passe quand on fait la somme de 2 vecteurs. Alors concrètement, j'ai commencé à faire ça dans l'activité de démarrage. Pourquoi j'ai commencé à faire ça? Parce que si vous voyez bien le déplacement de la barque, en vrai, il a été fait comment ce déplacement? Mais tout simplement, on a fait le déplacement en fonction du vecteur vent, suivi du déplacement en fonction du vecteur courant. Et là, on se rend compte qu'on peut faire une suite de translations de vecteurs U et V, et ça va caractériser la translation de vecteurs U plus V. Donc parler de somme de vecteurs, ça revient à parler de 2 translations qu'on va faire agir l'une après l'autre. Et l'idéal, c'est bien sûr qu'elles se fassent tout de suite après, c'est-à-dire qu'il y a un point commun. Donc on continue sur le cours. On va donc dire que pour parler d'une somme de vecteurs, ça revient à parler de 2 déplacements qui se suivent. Alors, vous avez vu que dans le fichier GeoGebra que je vous ai mis, le fichier GeoGebra, quand j'ai défini des vecteurs, donc bien sûr, il manque les flèches sur GeoGebra, ils ne le mettent pas, mais il y a des flèches sur ces vecteurs pour parler de déplacement, donc de sens. C'est toujours caractérisé par des parenthèses comme ça où il y a des nombres, 2, 3. Donc je vais juste vous montrer à quoi ça correspond. Si on regarde le vecteur 2, 3, en gros c'est par exemple ce vecteur-là, G', G seconde. Alors pourquoi c'est 2, 3? Parce qu'on voit qu'on se déplace de 2 sur un axe qui semblerait être un axe des abscisses et de 3 sur un axe qui semblerait être un axe des ordonnées. Donc on va déjà se rendre compte que parler de déplacement, il peut avoir un lien avec des coordonnées dans un plan X, Y. Et donc parler de vecteurs, ça va donc être aussi parler de coordonnées dans un repère donné. Donc c'est ce que je vous explique ici. Vous voyez que par exemple si je prends le vecteur CO, ce vecteur CO, je pourrais les décomposer en 2 mouvements qui suivent les lignes du quadrillage, un mouvement de plus 2 comme si c'était sur un axe des abscisses et un mouvement de 3 comme si c'était sur un axe des ordonnées. C'est pour ça qu'on peut écrire que les coordonnées du vecteur CO dans un repère qui serait construit à partir de ce quadrillage seraient 2, 3. Pareil, si je prends le vecteur VE, pour ce déplacement, je vois bien que je me déplace de moins 1 sur un axe des abscisses et de 3 sur un axe des ordonnées. Donc je vous rappelle que pour des axes,
on va avoir des déplacements positifs dans le sens croissant et des déplacements négatifs. Et donc le vecteur VE, on pourrait dire que ses coordonnées sont moins 1 et 3. Donc on voit que ces déplacements nous font penser à des coordonnées x, y. Donc qu'est-ce qu'on doit se rappeler de ça? En vrai, pour avoir un vecteur dans un repère, on va avoir aussi des coordonnées. Et comment on va définir ces coordonnées? Avec la formule suivante, les coordonnées du vecteur AB, c'est toujours les coordonnées de B moins les coordonnées de A. Et vous voyez qu'ici, on se déplace on place les coordonnées en colonne. Donc XB moins XA, YB moins YA. Concrètement, comment ça fonctionne cette formule? Je vous ai fait une petite figure en dessous avec un exemple pour appliquer la formule. Donc, si je regarde les coordonnées du vecteur AB ici, si je suivais juste le déplacement suivant mon repère que j'ai dessiné, je vois bien que je pars de l'origine, je me déplace de 3 sur les x et de moins 3 sur les y. C'est pour ça que j'ai écrit que les coordonnées du vecteur AB sont 3 sur les x et moins 3 sur les y. Mais si j'avais appliqué la formule que je vous ai mise juste avant, en gros, j'aurais dû prendre les coordonnées du point B moins les coordonnées du point A. Donc on commence toujours par XB. Donc ça va devenir 5XB moins XA 2. Et ensuite, on va faire pareil, mais avec les Y cette fois-ci. Donc 5 moins 2 pour les X. Donc on ne mélange pas les X et les Y. YB, c'est la deuxième coordonnée du point B, c'est-à-dire 1, moins YA, deuxième coordonnée 4. On se rend compte qu'on tombe exactement sur les mêmes coordonnées. Donc si j'avais fait pareil avec le vecteur AC et que j'avais voulu calculer ces coordonnées au lieu de les lire sur le graphique. Donc j'aurais commencé par les coordonnées donc, de XC moins XA, donc on commence toujours par la deuxième coordonnée, YC moins YA. Et donc on remplace par les coordonnées. Donc quand on remplace par les coordonnées, ça va nous donner, donc en remplaçant, les coordonnées de C, le X était 5, donc 5 moins 2, et pour le Y, c'était 6 moins 4. Et vous voyez que vous retombez bien sur 3 pour le X et 2 pour le Y. On regarde bien le vecteur AC, on se déplace de 3 sur les X et de 2 sur les Y. Donc ça, c'était la formule. Donc je vous ai réécrit la formule en dessous pour que vous voyez comment ça fonctionne. Et pourquoi on va utiliser les coordonnées? Parce que ça va être beaucoup plus facile de travailler avec les coordonnées dans un repère. Exemple, si je veux faire la somme de deux vecteurs. Mais pour faire la somme de deux vecteurs, c'est assez logique. Il suffit qu'on ajoute les abscisses ensemble et les ordonnées ensemble. Et ce qui va se passer ici, si je prends le vecteur AB plus le vecteur AC, AB, ses coordonnées, c'était 3 et moins 3, x, y. AC, c'était 3 et 2. Donc, je vais faire 3 plus 3, 6, moins 3 plus 2, moins 1. Je peux faire pareil avec une soustraction. Je prends les coordonnées de AB moins les coordonnées de AC et on fait agir les abscisses ensemble, les ordonnées ensemble. 3 moins 3, 0, moins 3, moins 2, moins 5. Donc ça, c'est une façon de faire pour les coordonnées. On peut remarquer d'ailleurs que on aurait pu faire ça juste en utilisant une somme. Et comment? En utilisant la notion d'opposé de vecteur. Donc tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu que parler du vecteur moins AC, ça revenait à parler de l'opposé de AC. Et l'opposé de AC, ce n'est rien d'autre que le vecteur qui a un sens contraire. C'est donc CA. Et là, on remarque que quand on fait le vecteur AB plus le vecteur CA, ça revient à faire des déplacements de translation. Et donc, le sens, quand on fait une somme, ne change pas. On n'est pas obligé de faire AB plus CA ou CA plus AB. Donc, moi, ce qui m'arrange, c'est de faire CA plus AB. Et pourquoi? Parce que quand vous faites le mouvement de translation de C vers A et que vous le faites suivre du mouvement de translation de A vers B, en gros, vous avez fait la translation de C vers B. Et ça, on a les coordonnées, pareil, en appliquant les formules ou en lisant 0 sur les X, moins 5 sur les Y. Donc, ce que je viens de faire, c'est déplacement avec des lettres qui se suivraient. C'est ce qu'on appelle la relation de Schall. Donc, la relation de Schall, elle est assez logique. Elle vous dit que quand vous faites le vecteur AB et que vous l'ajoutez au vecteur BC, c'est comme si vous aviez le vecteur AC. AB plus BC égale AC. On se rend compte que cette relation de Schall, elle ne marche bien sûr que si
vous avez le point commun B qui est pile au milieu de cette relation avec un signe plus. Donc ça, c'est très important. Elle ne marche vraiment que comme ça. Et en gros, elle vous dit qu'un déplacement de translation de A vers B suivi d'un déplacement de translation de B vers C va donner une translation de vecteur AC. Donc ça paraît assez logique. Donc la relation de Schall, elle ne peut se simplifier que si on a des signes plus. Donc je vous ai mis un exemple au-dessous. Moi, je voudrais simplifier cette expression-là. Donc la première étape, c'est d'enlever le moins. Et comment on enlève le moins? En le transformant en plus et en changeant le sens. Donc moins AC, ça fait plus CA. Et après, je vois que là, j'ai BD plus DA. Mais si je regarde bien, j'ai le point D ici en commun. Donc, relation de Schall. Le mouvement de B vers D suivi du mouvement de D vers A avec une translation, c'est comme si on avait le mouvement de B vers A. Donc, BD plus DA, CBA. Ensuite, le vecteur AB plus CA, je l'ai plutôt écrit sur la forme CA plus AB. Pareil, 2 plus 3, c'est pareil d'écrire 3 plus 2. Et pourquoi? Parce que ici, j'ai de nouveau la relation de Schall, le mouvement de translation de C vers A suivi du mouvement de translation de A vers B, le A est commun au milieu, c'est le mouvement de translation de C vers B. Donc il va rester CB plus BA, et pareil, relation de Schall, le biais est bien au milieu, CB plus BA, CA. Donc la relation de Schall, c'est vraiment un outil pratique pour simplifier des égalités vectorielles. Et relié à cette relation de Schall, on a ce qu'on appelle l'égalité du parallélogramme. Alors qu'est-ce que c'est que cette égalité du parallélogramme? Elle nous dit juste que quand on prend une somme de deux vecteurs qui partent de la même origine A, cette somme va être égale au vecteur qui correspond à la diagonale du parallélogramme qui s'est construit avec ses représentants. Alors ça se démontre assez facilement parce qu'il ne faut pas oublier, c'est ce qu'on a dit au départ, que quand on parlait de parallélogramme, on parlait de vecteurs égaux. Et réciproquement, quand on parle de vecteurs égaux, on parle de parallélogramme. Donc si je veux faire la somme AB plus AD, ça revient à faire la somme AB plus BC, ce que j'ai écrit là. Et là, on a directement la relation de Schall, AB plus BC égale à C. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'égalité du parallélogramme. Alors vous allez vous rendre compte, bien sûr, que des parallélogrammes, on ne va pas faire que les ajouter, enfin des vecteurs, on ne va pas faire que les ajouter ou les soustraire. On va pouvoir aussi multiplier ces vecteurs par un nombre. Et qu'est-ce que c'est concrètement? Je vous demande par exemple, qu'est-ce qui se passe si la vitesse du courant est multipliée par 2 et si la vitesse du vent est multipliée par 2 et si la vitesse du courant est divisée par 2. Concrètement, vous allez avoir des vecteurs force, donc on repart sur un petit problème de mécanique. Vous allez avoir des vecteurs force qui vont être doublés pour celui-ci. Donc mon vecteur, s'il est doublé, assez intuitivement, on a l'impression qu'il va ressembler à peu près à ça. Et ici, ce vecteur force va être diminué de moitié. Donc en gros, il va ressembler à peu près à ça. Donc diminué de moitié. Et là, on se rend compte que le mouvement de bateau ne va pas être le même. Parce que si le vent a une force qui a été doublée, on se rend compte que s'il n'y avait que le vent, le bateau avancerait comme ceci. Et si le courant a une force qui a été diminuée en deux, pareil, la force du courant va être divisée en deux, donc on aurait quelque chose comme ceci. Et là, on se rend compte que si on fait agir, et ça c'est la relation de Schall, si on fait agir ces deux forces l'une après l'autre, le bateau aurait tendance à suivre ce mouvement-là, et donc ne passerait pas entre les deux récifs. Et donc là, on est en train de faire une manipulation qui s'appelle multiplier un vecteur par un nombre réel. Donc, multiplier un vecteur par un nombre réel, comment ça va fonctionner? Alors, pour faire ça, c'est ce que je vous avais expliqué, on peut parler donc de 2 fois le vecteur VE. Donc, parler de 2 fois le vecteur VE, ça veut dire que la direction est la même, le sens est le même, il n'y a que la force qui a été multipliée par 2. On va donc dire que sa puissance a doublé. Et parler du vecteur 1,5 de CE, ça veut dire la même chose, ça veut dire que la direction va être la même, le sens va être le même, et par contre, sa puissance va être diminuée par 2. Qu'est-ce qui se passerait si on multipliait par un nombre négatif? Si on multipliait par un nombre négatif, ça revient à faire l'opposé, c'est-à-dire à changer le sens du vent, par exemple. Et donc faire moins VE, ça reviendrait dire à faire plus EV. Donc en gros, on est en train de se rendre compte que
on peut multiplier un vecteur par un nombre réel k. On obtient donc le vecteur k fois u, qui reste un vecteur. Ça reste donc quelque chose qui est en rapport avec une translation. Et on se rend compte que si le nombre k réel par lequel on multiplie est positif, on va avoir donc la même direction, qui sera la droite AB, le même sens de A vers B, et la norme, elle sera multipliée. Elle sera multipliée par quoi? Eh bien, par ce nombre k. Exemple, 2 fois AB, on va avoir 2 fois la longueur AB. Si le k est négatif, par contre, ce qui change, c'est le sens. Donc, la direction sera la même, la droite AB, le sens sera opposé, donc il sera de B vers A, et la longueur, elle sera multipliée, alors pas par le nombre k, parce que n'oubliez pas que le nombre k est négatif. Elle va être multipliée par ce qu'on appelle la valeur absolue de k, c'est-à-dire la valeur positive. Alors, pour ceux qui se rappellent plus ce que c'est la valeur absolue de k, la valeur absolue de moins 2, par exemple, c'est 2. Pourquoi? Parce que c'est la valeur positive qui correspond au nombre moins 2. En vrai, ça correspond à la distance par rapport à l'origine du nombre moins 2. La valeur absolue de 4, c'est 4. La valeur absolue de moins 4, c'est 4. Donc la valeur absolue, c'est une distance, donc elle sera toujours positive. Donc, qu'est-ce que c'est que, par exemple, si je prends le vecteur moins 2 fois AB au niveau de sa norme, ben c'est tout simplement 2 fois la distance AB. Donc, vous gardez cette notion de distance, donc de nombre positif. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau des coordonnées, c'est assez logique. Quand on prend un vecteur U de coordonnées AB, qu'on multiplie par un nombre réel K, ces coordonnées deviennent K fois A et K fois B. Alors, je vous donne un exemple pour que vous compreniez un petit peu ça. Donc déjà, on va parler de ces histoires de qu'est-ce qui se passe quand des vecteurs sont multipliés par des nombres. Donc j'ai pris par exemple le vecteur U ici. Le vecteur W, c'est moins 1,5 de U. Alors si on reprend ce qu'on a dit, le vecteur W, il va avoir la même direction, ce qui fait que les droites ici sont parallèles. Il va être dans le sens contraire puisque j'ai un signe moins. Donc si U part dans ce sens, W va partir dans ce sens. Et comme c'est multiplié par 1,5, ben j'ai pris la longueur ici, qui est la norme de U, et je l'ai divisée en 2. Alors en vrai, j'ai utilisé une petite technique qui est la technique du quadrillage. Pourquoi? Vous voyez que le vecteur U, je me déplace de 4 sur les X et de 2 sur les Y. Donc si je prends la moitié, je vais me déplacer de 2 et de 1. Et comme j'ai un signe moins, je vais me déplacer de moins 2 et de moins 1. C'est pour ça que je peux dire que dans un repère, si U a pour coordonnée 4, 2, W aura pour coordonnée moins 1,5 de ce vecteur 4, 2. Donc moins 1,5 fois 4, c'est moins 2. Moins 1,5 fois 2, c'est moins 1. Et j'ai pris le vecteur V qui est égal à 2U. Donc ce vecteur V, 2U, je l'ai construit en vrai en réutilisant le quadrillage 4, 2, 4, 2. Je remarque bien que V et U ont la même direction. Je remarque qu'ils sont dans le même sens. Et la norme de V, c'est 2 fois la norme de U. Donc voilà un petit peu un exemple de qu'est-ce qui se passe quand on prend un vecteur et qu'on le multiplie par un nombre. Et ce que vous remarquez, c'est que, en tout cas, ces trois vecteurs ont la même direction, c'est-à-dire ils sont portés par des droites parallèles. Et bien, des vecteurs comme ça, ce seront des vecteurs qu'on va appeler des vecteurs collinéaires. Et en vrai, ce sont des vecteurs qui seront proportionnels, ils seront donc de même direction. Donc on va continuer le cours. Et donc là, je vous donne juste un exemple pour voir comment on trouve les coordonnées, par exemple, du vecteur 2 fois U moins 3 fois V. U, c'est le vecteur de coordonnées 2, 1. V de coordonnées 3, 4. Donc 2 fois U, ben on va tout simplement multiplier le 2 à l'intérieur. 2 fois 2, 4. Ici, 2 fois 1, 2. Moins 3 fois 3 fois 4. Ben j'ai juste multiplié le moins 3 à l'intérieur. Donc moins 3 fois 3, moins 9. Moins 3 fois 4, moins 12. Et après, je vais ajouter ces vecteurs. Comment je les ajoute? Les x avec les x, les y avec les y. Donc 4 moins 9, moins 5, 2 moins 12, moins 10. Et vous remarquez que quand on parle de coordonnées, on ne parle pas de mélanger les x, y ici. Les x restent avec les x et les y avec les y. Après, on va parler de la notion de vecteur collinéaire. Donc qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit qu'on parlait de vecteur collinéaire si les vecteurs étaient proportionnels. Ça, c'est la définition. Donc, s'ils sont proportionnels, ça veut dire qu'il y en a un qui va s'écrire K fois l'autre. Et là, on va pouvoir d'ailleurs remarquer certaines choses. C'est que si, par exemple, vous arrivez à prouver que CD est égal à K fois AB, concrètement, comme ces vecteurs ont la même direction, on aura donc des droites parallèles. Donc ça va être un excellent moyen pour montrer que des droites sont parallèles. Si vous arrivez à prouver que AC est égal à K fois AB,
vu que là, le point A est commun, ça sera un excellent moyen pour prouver que les points sont alignés. Donc, vous voyez que ces vecteurs collinaires vont apparaître pour montrer soit que des droites sont parallèles, soit que des points sont alignés. Et en seconde, au niveau programme, on doit vous parler de la formule de collinarité de deux vecteurs qu'on appelle le déterminant de ces deux vecteurs. Alors, en gros, le déterminant de deux vecteurs UV, il est assez facile à trouver si vous vous rappelez les produits en croix. Vous voyez là, j'ai un vecteur de coordonnées x, y, un vecteur de coordonnées x', y'. Si je faisais le produit en croix d'un tableau de proportion, n'oubliez pas que collinaire, ça veut dire qu'ils sont proportionnels, ben ça me donnerait x fois y' égale y fois x'. Et si je fais passer de l'autre côté, ça me donne donc x fois y' moins yx'. Et donc ce déterminant est en fin compte le résultat du produit en croix entre les coordonnées de ces deux vecteurs. Et donc comment on va montrer concrètement que des vecteurs sont collinaires avec cette formule? Eh bien, je vous donne un exemple juste au-dessous. On va déjà prendre le vecteur U et W. Soit vous trouvez directement un rapport de proportionnalité, soit vous ne le trouvez pas. Et donc, pour montrer que ces vecteurs U, W sont collinaires, donc sont portés par des directions qui sont les mêmes, des droites parallèles, j'ai fait un petit tableau de proportionnalité. J'ai mis 4 et 2, moins 2, moins 1. Je vais juste vérifier que c'est bien un tableau de proportionnalité. 4 fois moins 1, c'est bien égal à 2 fois moins 2. 4 fois moins 1 est bien égal à 2 fois moins 2. Donc, vecteur collinaire. Bon, on pourrait vous demander de prouver que c'est collinaire en utilisant le déterminant. Le déterminant, c'est la même formule que ce que je vous donnais tout à l'heure. Donc, c'est x, y' moins x', y. Donc, si vous mettiez vos flèches, on arrive exactement à la même formule que pour le produit en croix. C'est-à-dire 4 fois moins 1, 4 fois moins 1, moins 2 fois moins 2. Moins 4 plus 4, 0, c'est donc des vecteurs collinaires. Et on aurait pu avoir la même chose en prenant le déterminant de UV. 4 fois 4, ici, moins 2 fois 8. Ça fait bien 0. Et donc ça, c'est vraiment l'exemple typique pour montrer que des vecteurs sont collinaires. Alors je vais terminer par un petit exemple qui va appliquer tout ça, et le chapitre en gros sera fait, après ça sera des applications de cours avec des exercices un peu plus compliqués. Je vous donne dans un repère des points A, B, C, E, F. Donc j'ai dessiné sous GeoGebra juste en dessous A, B, C, E, F. Donc attention aux coordonnées, n'inversez pas 2, 4, ça va nous donner 2 sur les x, 4 sur les y, etc. etc. Et première question qu'on va vous demander, on va déjà essayer de voir pourquoi le quadrilatère ACEB est un parallélogramme. Alors comment vous allez montrer qu'un quadrilatère est un parallélogramme? Ça je l'ai dit au début, en montrant qu'il a deux vecteurs opposés égaux. Par exemple, le vecteur AC et BO. Comment on calcule les coordonnées du vecteur AC? Tout simplement, les coordonnées de C moins les coordonnées de A. Les coordonnées de C, c'était 3, 6, moins les coordonnées de A, 2, 4. On obtient 1, 2. Pour le vecteur BE, je vais faire pareil. Prendre les coordonnées de E moins les coordonnées de B. 7, 5, moins 6, 3, 1, 2. Je vois que les coordonnées de ces deux vecteurs sont exactement les mêmes. Ça veut dire qu'ils définissent la même translation. Ça veut dire que les vecteurs AC et BE sont égaux et donc le quadrilatère ACEB est un parallélogramme. Après, on vous demande de vérifier que les droites AC et FE sont parallèles, ce qu'on voit assez bien graphiquement. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit comment on fait pour montrer que des droites AC et FE sont parallèles. Ben, tout simplement en vérifiant que les vecteurs sont collinaires. Collinaires, soit avec une proportionnalité, soit avec le déterminant. Donc, je commence par calculer les coordonnées du vecteur FE. Donc, FE, je prends les coordonnées de E, moins les coordonnées de F. Les coordonnées de E, c'était 5, 5, moins les coordonnées de F, 5, 1, 2, 4. Et tout de suite, je vois que le vecteur FE, il est égal aux 2 fois le vecteur AC. Les vecteurs sont collinaires, ça veut dire que les directions sont les mêmes et donc les droites sont parallèles. Et on aurait pu vérifier ça avec la formule du déterminant de ces deux vecteurs. Donc, le premier vecteur, il avait pour coordonnées 1, 2. Le deuxième vecteur, il avait pour coordonnées 2, 4. Et si je fais un produit en croix, j'arrive bien à 1 fois 4 moins 2 fois 2, ça fait bien 0. Donc, les vecteurs sont collinaires, donc les droites sont parallèles. Et ensuite, on vous demandait de montrer que le vecteur
EB est égal à montrer que B est le milieu de EF en montrant que EB égale 1 demi de EF. Donc là, une façon de prouver qu'on a un milieu, c'est de prouver que le vecteur EB, c'est la moitié de EF. On aurait pu le prouver en disant aussi que EB, c'est égal au vecteur BF. Et donc là, pour prouver que c'est un milieu, on va calculer les coordonnées de EB. On les connaît parce que c'est moins BE et BE, on les avait calculés. Donc on change juste les coordonnées de BE. EF, pareil, on avait les coordonnées de EF en disant que c'est moins FE, donc on change juste les coordonnées de FE, et on vérifie bien que le vecteur EB, c'est bien la moitié du vecteur EF, ou encore que EF, c'est le double de EB, et c'est comme ça que vous prouverez qu'il y a un milieu. Et après, on pourra passer à des applications de cours. Voilà.